Vladimir Poutine qui a affirmé aujourd'hui que la Russie se réservait le droit de recourir à toutes les options pour protéger la communauté russophone qui vit, selon lui, dans la terreur en Ukraine, tout en admettant que le recours à la force n'interviendrait qu'en dernier ressort, un discours de fermeté et aussi les premiers signes d'un possible apaisement. Julien Beaumont, vous êtes avec nous de Kiev. Comment la population ukrainienne a-t-elle réagi au discours de Vladimir Poutine ? Les habitants sont choqués par les propos du président russe. Choqués d'abord parce que Vladimir Poutine a expliqué que les hommes envoyés en Crimée étaient des forces locales d'autodéfense. On a vu à la télévision qu'il s'agissait d'armées régulières, en tout cas d'armes très bien entraînées. La communication est trop mauvaise. On va essayer de vous rappeler, Julien, d'un autre point. On va tout de suite aller avec Alain Guillemol, qui lui est journaliste à La Croix. Il est à Kharkiv. Et j'avais envie vous demander quelle est la situation dans l'Est du pays. Écoutez, dans l'Est du pays, l'Est qui compte les grandes villes industrielles de l'Ukraine et qui en général est plutôt tournée vers la Russie, aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est que la situation, la tension est plutôt en train de redescendre lentement. J'étais à Kharkiv, qui est une ville où le conflit avait été particulièrement virulent. C'est une ville qui garde un aspect très soviétique, à la fois dans son architecture et dans la mentalité de la population. Et la population est très divisée entre une bonne partie de la population qui, elle, reste fidèle, on peut dire, à une façon de voir la vie un peu soviétique, qui a la nostalgie du mode de vie soviétique. C'était des gens qui profitaient plutôt assez bien de ce système, puisque c'était une grosse ville industrielle et donc assez privilégiée. Et puis la jeunesse, les jeunes, les étudiants, qui eux sont plutôt pro-européens et voudraient favoriser des changements. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que les nouvelles autorités d'Ukraine ont passé une sorte de compromis avec les autorités locales, de façon à ce que tous les manifestants rentrent chez eux, chacun un peu replie ses drapeaux, calme ses prétentions. Les pro-russes qui étaient sur la place principale de la ville et qui protégeaient la statue de Lénine, ils disent fièrement que c'est la dernière statue de Lénine en Europe. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin, ils considèrent que c'est la plus belle, la plus haute. Voilà, il l'a gardée avec une certaine fierté. Ces manifestants ont eu l'assurance que cette statue ne serait pas renversée. Beaucoup de statues de Lénine ont été renversées dans d'autres villes. Eux voulaient la protéger. Les manifestants pro-européens ont promis de ne plus s'attaquer à la statue. Ils sont aussi rentrés chez eux et petit à petit, donc, la tension baisse. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus, on peut dire, entre les pro-Maïdan et les anti-Maïdan pour faire en sorte qu'on règle ces problèmes entre soi, qu'on se débrouille entre Ukrainiens et de façon à ne pas donner prétexte à une tierce partie d'intervenir, une tierce partie qui serait évidemment la Russie. Merci beaucoup. Envie de voir des chars russes arriver à Kharkov. Merci beaucoup, Alain Guillemol. Pierre Laurin, je disais que chez Poutine, il y avait un mélange de fermeté et les premiers signes d'un possible apaisement. Quand on connaît un peu la rhétorique politique russe, on se dit finalement, on est dans du classique, c'est-à-dire grande démonstration de force, et en même temps, on s'arrête à temps pour commencer à négocier. Oui, je crois qu'il y a un peu de ça, mais surtout, j'ai l'impression qu'on est devant, non pas un joueur d'échecs, comme on le dit, mais surtout, là, en l'occurrence, un joueur de poker. Il a fait son tapis. Et maintenant, c'est aux autres de se décider s'ils suivent ou s'ils se couchent. Comme il a mis la barre, les enjeux très hauts, les autres sont obligés de se coucher. Par conséquent, il n'a plus qu'à attendre, lui, l'apaisement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se produire avec Angela Merkel qui prend la tête d'une sorte de groupe de contact de manière à assouplir peut-être la position de Poutine. Demain, la rencontre avec les envoyés du Kremlin et les représentants de l'OTAN pour essayer de voir s'il y a moyen d'arrondir les angles. On est plutôt dans la décélération. On est dans la décélération. Julien Beaumont, qu'on a retrouvé de Kiev et qui commençait à nous parler des réactions ukrainiennes au discours de Poutine.
Bah oui, je vous expliquais que les habitants étaient choqués par les propos du président russe. D'abord parce que Vladimir Poutine a expliqué que les hommes envoyés en Crimée étaient, je cite, des forces locales d'autodéfense. Or ici, tout le monde a vu à la télévision qu'il s'agissait bien d'armées régulières, d'hommes entraînés. L'autre point qui a choqué la population, c'est aussi que Vladimir Poutine soutienne encore Yanukovych, le seul président légitime selon lui. Or, la rue l'a mis dehors. Enfin, les habitants sont quand même rassurés parce que des deux côtés, ukrainiens comme russes, ont expliqué qu'il n'y avait pas de balles a priori dans les chargeurs, ce qui pouvait éviter bien sûr le risque d'une bavure. Merci beaucoup, merci Julien, et bravo aussi d'avoir récupéré une liaison téléphonique qui nous permettait de vous entendre. David Turtry, c'est vrai qu'il y a eu un soutien, mais j'allais dire comme la corde soutient le pendu, parce que finalement, Yanukovych, il est lâché aujourd'hui par Poutine. Il n'a plus d'avenir politique, c'est quand même ce que le président russe a laissé entendre. Oui, ça c'est clair pour tout le monde. Il n'a plus d'avenir politique, mais il est encore utile à la Russie, dans la mesure où effectivement, il a été renversé. Il a été renversé par la rue. Il faut savoir ce qu'est la rue, hein, parce qu'on avait quand même des milices d'extrême droite qui forgeaient une partie du mouvement, qui ont tiré par balle sur les policiers. Et pourquoi Yanukovych a disparu de manière assez étrange, c'est parce que tout simplement il avait peur pour sa vie. Hein, donc on est dans une situation quand même très délicate en Ukraine, et le président russe... les manifestants ne peuvent pas se résumer aux milices d'extrême droite dont vous parlez. Il y en avait, mais d'ailleurs, on l'a souvent dit, il y avait un côté extrêmement hétérogène dans ces manifestants. Extrêmement hétérogène. Le problème, c'est que la diplomatie occidentale et une partie des médias, malheureusement, n'ont pas assez montré cet aspect des choses. S'il y a eu 15 morts parmi les policiers, ce ne sont pas des manifestants extrêmement pacifiques qui font ça. Et le problème en Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est un pays très divisé, et que la rhétorique qui est celle de ces milices, mais aussi d'une partie des manifestants venant de l'ouest de l'Ukraine, elle est sur une sorte de revanche de l'ouest de l'Ukraine qui, sous l'Union soviétique, se considérait comme réprimée, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui veut remettre en avant certains aspects de la Seconde Guerre mondiale, et notamment les milices disons fascistes, voire pro-nazis, qui ont collaboré avec l'ennemi. Il faut savoir que, par exemple, à Lvov, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu avec l'Union soviétique reçoivent une pension, mais aussi les vétérans des armées, des groupes et des milices qui combattaient du côté des nazis. Comme Poutine que c'est un mouvement de réactionnaires revanchards. En fait, il y avait en gros deux groupes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'ont jamais accepté Yanukovych parce qu'il vient de l'Est, il est russophone. Et il n'était pas accepté comme président. Et puis, il y a ceux qui étaient fatigués de la corruption massive autour de Yanukovych, et ces deux groupes-là se sont fédérés, mais c'est une fédération momentanée. Et à l'Est, ce qui fait peur, c'est que les revendications des groupes nationalistes passent au premier plan. Et le fait que la Rada, dès la prise de pouvoir, renvoie une loi sur la langue russe qui serait éliminée du débat public, qui ne serait plus une langue officielle, les russophones se disent quelle est la suite? Pierre Laurent? Oui, justement, je suis très largement d'accord. Il y a une chose... On a une manière pour vous d'idéaliser le mouvement ukrainien. Je crois qu'on idéalise, oui, on gomme ce qui est un peu rugueux. Bientôt, vous allez voir qu'on va parler... À cause des drapeaux européens brandis, etc. Oui, on en fait une sorte d'aspiration à la démocratie, à l'intégration européenne, alors qu'il y a ça, évidemment, mais pas que ça. Mais pas que ça. Par exemple, le parti Svoboda, qui est notoirement non seulement d'extrême droite, mais partiellement néo-nazi. Il occupe aujourd'hui dans le gouvernement provisoire une place très importante. Et très importante parce qu'il contrôle l'armée. Ce n'est pas anodin. C'est l'armée. Le ministre de la Défense fait partie de ce gouvernement.
qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution géopolitique dans ce mouvement de décélération que vous disiez? Il va bien falloir à un moment donné y avoir une forme de compromis. Hubert Védrine, qui était mon invité hier, plaidait pour une forme de finlandisation de l'Ukraine, avec une sorte d'acceptation des deux côtés que l'Ukraine regarde et vers l'Europe et vers la Russie. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation est relativement claire. Ce qui intéresse les Russes, c'est de sauvegarder leurs intérêts en Crimée. Pourquoi? Parce qu'il y a leur principale base navale, que négocier avec Kiev, c'est épouvantable parce qu'il n'y arrive jamais, et que négocier avec une Crimée autonome, avec son propre ministère de la Défense, etc., ce sera nettement plus facile et ils seront garantis pratiquement ad vitam aeternam. Donc ça, pour les Russes, c'est positif et ils ne vont pas reculer sur ça. Mais si vous regardez bien, il n'y a que là qu'ils ont avancé. Partout ailleurs, tout est ouvert. Et effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est mettre la barre très haut en disant « Attention, nous sommes là et on ne peut pas nous mettre hors du jeu ». Le jeu n'est pas entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le jeu est entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie. Et c'est la Russie qui a la force. Et David Terry, du coup, vous êtes, j'imagine, assez sensible aux critiques qui ont dit que l'Union européenne avait négligé finalement ou sous-estimé la nécessité de mettre la Russie dans la boucle au moment où elle négocie avec l'Ukraine. Je pense que le problème principal, si on revient sur la crise, c'est que l'Union européenne, avec son partenariat oriental, elle est dans une stratégie de l'exclusion de la Russie sur ses marches. L'intérêt pour l'Ukraine avant tout, mais aussi pour l'Europe et la Russie, c'est de proposer un accord d'ensemble qui inclut la Russie, l'Ukraine et les pays voisins pour faire baisser la tension. Le problème qui se pose fondamental, c'est est-ce que l'Union européenne a un agenda à elle, seule, c'est-à-dire ses priorités en Europe, ou est-ce que finalement elle obéit à une logique transatlantique où on dit, écoutez, il faut absolument affaiblir la Russie au maximum, et y compris en Ukraine. Et je sens à l'oreille que c'est plutôt cette deuxième thèse qui a votre jusqu'à présent, c'est ce qui semblait donc être la solution privilégiée. On va voir si l'Allemagne, notamment, pourra éventuellement revenir un petit peu sur une politique plus médiane. Merci à tous les deux pour ce double éclairage, et on va...